tous, il est 11h30, l'heure du magazine Centre-Ville. Ici Anne-Claire Percel et aujourd'hui, une nouvelle arrivée dans notre rendez-vous du mardi. Aline Zallet. Bonjour Aline. Bonjour Anne-Claire, je suis ravie de rejoindre l'équipe aujourd'hui. Alors pour cette toute première émission en votre compagnie, on a décidé de vous concocter un programme rafraîchissant et on en a bien besoin sous cette chaleur. Et oui Aline, on commence par le sommaire. Alors aujourd'hui, on ira faire un tour du côté du festival Nuit d'Afrique qui se déroule jusqu'au 21 juillet à Montréal. Et on ira à la rencontre du fondateur de la compagnie Triba qui nous donnera un avant-goût de la parade Afrique en fête dimanche 21 juillet. On s'intéressera ensuite aux revendications de conseils québécois LGBT pour la cause des homosexuels en Russie. Notre chroniqueur Jean-Bernard Tournier nous emmènera, comme chaque semaine, découvrir une région française. Alors si vous n'avez pas encore trouvé votre destination de vacances, faites vos valises et partez découvrir les richesses du plateau du Larzac dans le sud de la France. Nous avons également interrogé Gaëtan Cousineau, président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, sur les résultats et les incidences de l'enquête sur les services voués à la protection de la jeunesse. Il s'avère que dans la région de Côte-Nord, la loi sur la protection de la jeunesse est mal appliquée. Sans oublier notre toute nouvelle chronique musicale. Tout l'été, Ellie nous dénichera les dernières trouvailles musicales du côté de la scène française. Et pour commencer, on va entrer dans l'univers du paranormal dans cette première partie d'émission. La semaine dernière, on fêtait l'anniversaire de l'une des affaires les plus mystérieuses sur l'existence des extraterrestres. C'était les 66 ans de l'affaire Roswell. On y croit pas, cette question nous a quand même pas mal travaillé cette semaine. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre du très sérieux scientifique Robert Lamontagne. Il est directeur exécutif de l'Observatoire du Mont Mégantic et professeur à l'Université de Montréal au département de physique. Alors on retrace tout de suite avec lui l'épisode Roswell. Alors donc on est en 1947 et des gens tout près d'une base militaire et des gens ont retrouvé au sol des trucs, des morceaux de toile argentée, des pièces de métal, des espèces de disques, une nuit d'été. Et donc ça fait la une des journaux et l'armée américaine, la base américaine tout près, l'armée américaine donc a déclaré que c'était des disques volants. Le lendemain, on a eu un démenti et on a fait disparaître essentiellement à peu près tous les pas disparaître les témoins, mais les traces et on a changé la version de l'histoire. Et donc, ça a alimenté le mythe qu'une soucoupe volante s'était écrasée dans la région de Roswell, qu'on avait récupéré les pièces, à la limite même peut-être des cadavres d'extraterrestres. Il y a même eu un film canulaire dans lequel on voyait une autopsie d'un extraterrestre. Récemment, il y a une quinzaine d'années, les documents de l'armée américaine ont été déclassifiés au milieu des années 90. Et donc, on connaît un peu l'histoire. Tout ça, c'est lié à un truc qu'on appelle le projet Mogul, qui est un véritable projet. Et le projet Mogul, son objectif, c'était... il faut se ramener dans le contexte historique. La Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer. Les Américains ont l'arme atomique. Mais ils savent très bien que les Soviétiques vont la développer. Ils se sont partagés, les scientifiques allemands, après la fin de la Deuxième Guerre. Il y en a certains qui sont allés du côté américain, d'autres du côté soviétique. Alors, c'est clair que les Soviétiques vont développer l'arme atomique. Et donc, l'idée, c'est... on est dans un contexte de guerre froide, c'est d'espionner notre rival pour savoir où il en est. Est-ce qu'il fait des essais? Où est-ce qu'il fait des essais nucléaires? On est à une époque où il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien de tout ça, là. Il faut soit faire voler des avions au-dessus du territoire, ou, et c'est là que le projet Mogul arrive, c'est l'idée d'un ingénieur qui s'appelle Morris Ewing, qui a eu l'idée d'utiliser des microphones lancés sur des ballons à très haute altitude, à une dizaine de 10 ou 15 km d'altitude. Il y a une espèce de couche atmosphérique au-dessus de nos têtes où les sons peuvent voyager sur de très, très, très longues distances. Ils se propagent facilement. Alors, si on installe des microphones à cette altitude, au-dessus du territoire américain, par exemple, et que les Soviétiques font un essai nucléaire en Russie, le bruit de l'explosion va se propager.
Et on n'a qu'à utiliser 3 ou 4 microphones en haute altitude pour capter les sons et par triangulation savoir où et quand l'explosion a eu lieu. Alors, à l'époque, les microphones, ce sont d'immenses disques circulaires. On n'a qu'à regarder les photographies des studios d'enregistrement dans les années 40. C'était d'immenses microphones qui avaient à peu près la taille de notre visage, littéralement. Alors, on a installé ces microphones qu'on appelait des disques et on les a fait monter. Malheureusement, au-dessus de Roswell, il y a un de ces ballons qui a eu une défectuosité. Le ballon s'est effondré au sol avec des disques. Mais évidemment, l'armée récupère ça parce qu'on est dans un contexte de guerre froide. Il n'est pas question que les Soviétiques apprennent qu'on est en train de les espionner et qu'on a une technologie pour les espionner. Alors, après avoir dit que oui, il y avait des disques volants, parce que c'était effectivement des disques volants, on a fait disparaître toute l'information. Et donc, le secret a généré le mythe de Roswell, finalement. À 50, 60 ans d'intervalle, on voit que le mythe est très, très vivant et comme il y a de moins en moins de témoins de l'époque, alors on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. On peut réinterpréter ce qu'ils ont dit à la lumière de ce que l'on sait maintenant. Alors, il y a tout un mythe autour de Roswell qui est assez amusant et il s'est construit toute une industrie touristique dans la région autour du mythe de Roswell. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness en Écosse. Alors, il y a une industrie touristique du Loch Ness à cause du monstre. Qu'il soit là ou pas, ça n'a pas d'importance. Les gens veulent y croire. Alors, donc, Roswell est dans la même eau. Donc, en fait, les gens projettent sur cette affaire quelque chose qui ne s'est réellement pas passé. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de présence extraterrestre ce jour-là dans le Nouveau-Mexique, a priori. Non. Alors, pourquoi l'interprétation extraterrestre est venue? Parce que le matériel qu'on a retrouvé était du matériel à la fine pointe de la technologie de l'époque, évidemment. Et c'était en fait des choses que la plupart des gens n'avaient jamais vues de leur vie. Donc, c'était une technologie trop avancé pour eux. On a des photographies. Il y a toute cette histoire du secret de l'armée américaine là, qui tente de brouiller les pistes. Alors, on a là-dedans tous les ingrédients pour faire une vraie bonne histoire. On laisse passer un peu de temps et graduellement, cette technologie ne peut pas être d'origine terrestre. Il faut qu'elle soit d'origine extraterrestre. La preuve, l'armée a tenté de cacher tout ça. Donc, l'armée, c'est quelque chose. Le gouvernement, c'est quelque chose. On entre dans les théories de conspiration. Et là, dans une théorie de conspiration, seule votre imagination est un frein. Mais les Soviétiques n'ont pas réagi à cette affaire un petit peu masquée d'extraterrestres. Ils n'ont pas réagi en disant « on est surveillés ». Ils ont probablement réagi, mais bien sûr, les Soviétiques espionnaient les Américains aussi. Cette technologie... ils la connaissaient. Ils la connaissaient, ils pouvaient la mettre au point eux aussi, alors ils ont probablement fait la même chose, mais bon, il y a des espions américains en Union soviétique, il y avait des espions soviétiques sur le territoire américain, n'est-ce pas, là? Mais ils ont certainement réagi, mais d'une certaine façon, ça a servi l'armée américaine, et même si les Soviétiques avaient réagi, la réaction du gouvernement américain aurait été, vous voyez, c'est de la propagande soviétique, ce sont les communistes. On est à l'époque où le macartisme va commencer à se répandre aussi. Alors, il y a une espèce de paranoïa qui entoure la séparation du monde entre le bloc de l'Est et l'Ouest. Et puis bon, les extraterrestres ont peut-être servi la cause sans le vouloir. C'est ça. La récupération politique des extraterrestres, ça, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler. L'existence des extraterrestres, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité pour vous? On doit distinguer deux choses. La vie extraterrestre, donc la vie à l'extérieur de la Terre, pour l'instant, ça demeure un mythe. Le seul endroit où on sait qu'il y a de la vie dans l'univers, c'est sur la Terre. Mais on travaille activement à tenter de détecter de la vie. Depuis une vingtaine d'années, on trouve d'ailleurs des planètes en orbite autour d'autres étoiles. Et là, dans la prochaine décennie, on va avoir les instruments, la technologie qui va nous permettre de déceler si oui ou non il y a une activité biologique sur ces planètes. Alors, je dirais que sur un horizon d'environ 10, 15 ou 20 ans,
on va avoir la réponse à « sommes-nous seuls dans l'univers ». Donc, on va pouvoir détecter si oui ou non il y a de la vie sur d'autres planètes. Mais quand on parle de vie, d'un point de vue, je dirais, astronomique, astrobiologique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des microbes, comme de la vie intelligente. Pour nous, l'important, c'est de détecter si oui ou non il y a une activité biologique, donc s'il y a du vivant ailleurs. Une planète remplie de microbes serait tout aussi excitante qu'une planète remplie de petits E.T. Qu'est-ce que vous mettez en place, en fait, en tant que scientifique, pour détecter cette vie sur d'autres planètes, hein? Il y a différentes approches. Dans le cadre de détecter de la vie, tout simplement, indépendamment qu'elle soit intelligente ou microbienne, disons, ce que l'on tente de détecter, c'est ce que produit la vie. Sur la Terre, par exemple, l'activité des plantes a généré l'atmosphère d'oxygène que nous respirons. Donc, l'oxygène est un peu un déchet produit par l'activité biologique des plantes, mais c'est une signature de la présence de vie. Donc, si on détecte de l'oxygène dans l'atmosphère d'une autre planète, on peut probablement être assuré qu'il y a une activité de type photosynthèse, donc il y a des plantes. Alors, qui dit plante, dit probablement vie animale aussi, mais on peut détecter comme ça l'activité biologique. La même chose avec le gaz méthane. Dans l'atmosphère de notre planète, le méthane, il provient de la décomposition de la matière dans les marécages, les rizières, l'activité biologique de certains ruminants. Ça génère beaucoup de méthane, ces petites bêtes. Alors donc, le méthane et l'oxygène, ce sont des gaz qui traduisent une activité biologique. On ne voit pas directement la vie, mais on pourrait détecter ce qu'elle produit. Quand on parle de vie intelligente, on peut, disons, cibler un peu plus les recherches. Et donc, il y a des programmes, par exemple, d'écoute d'éventuels signaux radio en provenance de l'espace. En tant qu'espèce intelligente, nous avons inventé la technologie, on a découvert les lois de la physique, on a inventé la technologie, on a inventé la radio, donc le radar, la radio, la télévision, tout ça, ça émet de grandes quantités de rayonnement électromagnétique dans l'espace. La Terre pollue son environnement en termes d'ondes radio et donc nous sommes détectables. Si vous êtes sur la Lune, vous pourriez capter certains signaux radio en provenance de la Terre, ou si vous êtes sur Mars ou même à l'extérieur du système solaire. Alors donc, on fait la même hypothèse. On se dit, s'il y a des êtres vivants intelligents, ils vont probablement développer le même type de technologie. Ce sont des lois de la physique qui sont universelles. Donc, ils vont inventer un moyen de communiquer à distance qui va être l'équivalent de la radio et on pourrait peut-être capter ces signaux radio. Alors, il y a tout un programme qui existe depuis le début des années 1960 qui s'appelle SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Et donc, l'objectif, c'est de capter, de construire des radiotélescopes, des instruments qui sont sensibles aux signaux radio et éventuellement peut-être en détecter. Malheureusement, on n'a rien trouvé pour l'instant, mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est de chercher. On parle d'ufologues pendant l'entrevue. Ce sont, pour votre information, des spécialistes de l'étude des ovnis. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ces explications, mais pour l'instant, les ovnis n'ont pas encore pointé le bout de leur nez. On reprendra notre page spéciale juste après un intermède musical avec Brigitte Fontaine et sa chanson au titre évocateur « Il se passe des choses ». Il se passe des choses ici. J'aime mieux rester au lit. Il y a quelque chose de pourri. Passe-moi un verre de whisky. Des confettis, de la cervelle et des radis. La vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit. Je crois que le monte la radio, je te prie. Je veux pas savoir
se passe des choses ici. Connais-tu les pissenlits? Tu les verras vendredi dans un plan très inédit. Passe-moi un verre de whisky. On se moque de nous ici. Il y a quelque chose de pourri. Dieu était grand, mal poli. Je lui confierai pas mon petit. Dans la chambre, c'est la nuit. Je la connais, c'est une amie. N'aie pas peur, c'est pas la vie, c'est la nuit. Prenons le maquis. Et on retrouve tout de suite notre page spéciale sur les extraterrestres avec Robert Lamontagne pour la suite de ses explications. On a appris dernièrement que le ministère britannique de la Défense avait fermé son bureau d'études dédié aux ovnis. Et donc avec cet événement, on se dit un peu que les recherches sur les ovnis, c'est de moins en moins crédible et que finalement, bon, c'est peut-être plus un fantasme qu'une réalité. Du coup, est-ce qu'à votre avis, ça doit continuer d'être une recherche d'État, ce type de recherche, ou est-ce qu'on doit laisser ça à quelques ufologues illuminés? Ben, c'est assez particulier. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Le premier, c'est que dans le cadre de ce qu'on appelle visite de soucoupes volantes ou d'objets volants non identifiés et même de contact avec d'éventuelles entités extraterrestres, on renverse le problème. Plutôt que nous chercher à détecter la vie dans l'espace, on se dit, ne faisons rien, ils vont nous trouver. Et en fait, ils nous ont déjà trouvés, ils viennent nous visiter. On renverse le problème ici en étant passif d'une certaine façon, et on se dit que nous méritons le voyage, on mérite qu'on fasse un détour. On est comme dans un guide Michelin intergalactique, on serait 3 étoiles dans le guide Michelin, là. Ça vaut le voyage à lui seul de venir sur la Terre. Mais en faisant ça, c'est qu'on fait abstraction des distances absolument astronomiques. Et là, on pourrait faire des jeux de mots là-dessus, mais c'est véritablement des distances astronomiques qui nous séparent des étoiles les plus proches et des planètes les plus proches. Notre technologie actuelle fait en sorte qu'un voyage vers les étoiles les plus rapprochées de nous là, prendrait au moins 100 000 ans. On va développer des technologies plus efficaces, on va aller plus vite dans l'espace. Mais les voyages vont quand même demeurer de très très longue durée, de l'ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années. Alors on peut essayer d'imaginer, est-ce que nous entreprendrions un voyage d'une centaine d'années pour éventuellement arriver vers une planète? Sans compter là, les problèmes qui sont liés à la quantité d'énergie qu'il faut. Il faut nourrir l'équipage, le maintenir en vie d'une certaine façon. Il faut assurer sa survie. Alors, ça pose d'immenses problèmes. Mais ceux qui prétendent que nous sommes visités par des extraterrestres, ils font abstraction de ce genre de problème et ils disent, on nous a déjà trouvés. Et donc, il y a des programmes d'études qui ont été, je dirais, plus ou moins populaires et plus ou moins financés par des organismes gouvernementaux. Il y en avait en Angleterre, il y en a en France, il y en a eu un peu aux États-Unis, mais ça tombe graduellement, là, ces programmes commencent à être abandonnés, tout simplement parce que la réalité fait en sorte qu'il n'y a pas de détection. Les cas les plus intéressants qui ont été étudiés n'ont pas prouvé hors de tout doute qu'il y avait effectivement eu des visites. Et à la lumière de ce que nous découvrons dans l'espace, ça devient assez peu probable que l'on soit visité. Alors, dans un contexte où les ressources économiques sont limitées, est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir dans un programme d'étude des soucoupes volantes plutôt que dans un programme, par exemple, de détection de la vie par des moyens, je dirais, plus classiques?
Et vous, en fait, à l'Observatoire du Mont Mégantic, est-ce que vous avez eu l'occasion d'observer des phénomènes étranges? En fait, je dirais oui. On voit des tas de phénomènes étranges qui sont des phénomènes astronomiques et c'est la raison pour laquelle on les étudie. Mais la question est toujours très amusante parce qu'on fait beaucoup de soirées grand public, particulièrement l'été. Et puis évidemment, les gens viennent jeter un coup d'œil dans l'oculaire du télescope. C'est l'occasion de regarder la Lune ou Saturne ou des amas globulaires très lointains. Et évidemment, il y a toujours des gens qui vont nous prendre en aparté et qui vont nous dire, bon... avez-vous vu quelque chose? Et on comprend le sens de la question. Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous vu une soucoupe volante? Et c'est toujours très amusant parce que si on répond oui, on a vu quelque chose, ça confirme parce que les gens croient que les soucoupes volantes, c'est un phénomène réel. Donc, ça confirme leur conviction. Et si on répond non, ils nous disent je comprends. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Donc, c'est ce qu'on appelle le catch-22. Il y a, quelle que soit la réponse, eux demeurent convaincus de leur croyance et donc, il n'y a rien à faire là-dedans. Mais c'est une question qui revient assez régulièrement. Bon. On est déçus. Je ne doute pas. Je suis un empêcheur de tourner en rond. Mais est-ce que vous êtes en contact avec des ufologues? Je dirais non, pas formellement. Inévitablement, oui. C'est une communauté avec laquelle on a à l'occasion des contacts. Je dirais que les contacts demeurent cordiaux, même si on n'est vraiment pas tout à fait d'accord. À l'occasion, il y a des accrochages. Maintenant, je dirais que la communauté ufologique, il y a tout un spectre de gens là-dedans qui vont aller de la personne extrêmement sérieuse, dédiée, même si moi, personnellement, je ne considère pas que les preuves qu'elle m'amène sont de très grande valeur, mais il y a quand même des gens qui sont extrêmement dédiés et il y a à l'autre bout du spectre, il y a tout ce qu'on peut appeler là, les gens à la marge qui ont des théories assez fumeuses et qui tentent de vous convaincre. Alors, je reçois à l'occasion soit des films, soit des photos, des dossiers, des courriels, des appels. J'ai eu des gens qui sont venus me voir. On discute. Bon, parfois, la discussion demeure, je dirais, cordiale. Parfois, ça s'enflamme un peu. Évidemment, moi, j'ai une approche, je dirais, très terre-à-terre du problème. L'affirmation que nous sommes visités par des soucoupes volantes, c'est une affirmation extraordinaire. Si c'était vrai, ça serait extraordinaire. Mais entre affirmer ça et le prouver, pour le prouver, ça vous prend des preuves au moins aussi extraordinaires que l'affirmation. Il faut quelque chose de solide. Débarquer dans mon bureau avec un extraterrestre, je vais pouvoir lui serrer la main, il va me signer un autographe, ou une pièce, un équipement, un morceau, quelque chose là qui hors de tout doute ne peut pas avoir été fabriqué par notre technologie. Ça serait déjà un élément. Malheureusement, ça n'arrive pas. La plupart des cas qui ont été étudiés se sont avérés. On a trouvé une explication pour ces phénomènes qui était passablement plus banale que l'affirmation que ça venait de l'espace et que c'était d'origine intelligente extraterrestre. Mais alors justement, est-ce que vous vous souvenez de cette affaire il y a 20 ans au-dessus de Montréal? Une quarantaine de Montréalais, dont des policiers, ont aperçu au-dessus de la place Bonaventure un objet lumineux situé à plus de 800 mètres d'altitude. Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire? Oui, tout à fait, oui. Et alors quel crédit vous y apportez? Parce que quand même 40 témoins, des policiers, donc c'est très très sérieux, un objet lumineux, il y avait tous les ingrédients réunis pour dire que c'était bien un ovni. Je suis très content que vous posiez la question parce que j'ai été interpellé à l'époque. En 1990, c'était en novembre 90, si ma mémoire est bonne. Alors effectivement, il y a ce phénomène lumineux visible au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Il y a eu de nombreux témoins, des policiers, il y a eu quelques clichés photographiques, il y a eu une enquête qui était faite autour de ça. On avait pensé que c'était les lumières de tours de construction ou de buildings avoisinant qui était réfléchi il y avait une petite couche nuageuse. On avait fait éteindre les lumières et le phénomène demeurait. Et jusqu'à récemment, je dirais 4 ou 5 ans, c'est demeuré un cas intéressant et avec une certaine crédibilité, un certain vernis de crédibilité. Malheureusement, ça a été démonté depuis quelques années. En fait, ce que les gens ont vu, c'est un phénomène de réflexion lumineuse, de lumière venant du sol
réfléchi sur de minces cristaux de glace dans la haute atmosphère terrestre. Il y a un phénomène qui se produit, on le voit particulièrement l'hiver à l'extérieur des grands centres. On appelle ça les sun dogs, les chiens du soleil. Ce sont des réflexions du soleil qui sont de chaque côté du soleil et qui sont provoquées par des cristaux de glace dans la haute atmosphère. C'est un phénomène tout à fait semblable qui s'est produit. On est dans des conditions où on peut avoir des petits cristaux de glace dans la haute atmosphère. On est en novembre. Et ce que les gens ont vu, et c'est malheureux parce qu'ils avaient eu le bon réflexe de faire éteindre les lumières pour voir si on éteint les lumières puis le phénomène disparaît, c'est réglé. La seule chose qu'ils n'ont pas fait éteindre, ce sont les lumières de la piscine sur le toit de l'hôtel Bonaventure. C'est une piscine chauffée extérieure. Il y a des lumières et c'est ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, si on regarde les photographies du phénomène et les croquis faits par les témoins et qu'on compare ça avec la géométrie, l'orientation des lumières de la piscine, ça concorde parfaitement. On voit exactement la réflexion, légèrement déformée, mais on voit exactement ça. Alors, c'est un phénomène de réflexion qui a passé pour une soucoupe volante pendant presque une vingtaine d'années. Donc il y avait bien une explication scientifique à la chose, et puis en tout cas, en fait c'était tout simplement un phénomène naturel, hein, c'est ça? C'est un phénomène naturel, mais ce qui se produit souvent dans ce cas-là, c'est que ce sont des phénomènes naturels qui sont rares, qui demandent des conditions météorologiques particulières. Ça se produit pas tous les jours, même tous les ans, et ce sont souvent des phénomènes, parce qu'ils sont rares, méconnus. Et donc, c'est vrai, la plupart des gens, on a tous un certain, ce qu'on appelle le gros bon sens. Finalement, on regarde, oui, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. On élimine dans notre tête les phénomènes que l'on connaît et on bascule, sans s'en rendre compte, vers, puisque j'ai éliminé tout ce qui était raisonnable, il faut que ce soit quelque chose d'impensable, d'extraordinaire, donc une soucoupe volante. On clôture cette page spéciale extraterrestre en musique avec peut-être le seul qui a réussi à élucider la question, David Bowie et son titre Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Contes berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville. Conducteur de véhicules électriques rechargeables, après Montréal et Québec, le circuit électrique s'installe à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, Blainville, Boucherville, Brossard, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Drummondville, Lamalbaie, Laval, Longueuil, Mont-Tremblant, Montebello, Oka, Repentigny, Saint-Bruno, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Nicolas, Saint-Julie, Témiscouata, Terrebonne, Vaudreuil-Dorion et Saint-Basile-le-Grand. Et ce n'est que le début. Le circuit électrique prend de l'ampleur. Avec plus de 150 bornes de recharge publique dans 39 villes et 12 régions au Québec, vous roulerez toujours l'esprit tranquille. Visitez le circuitélectrique.com pour trouver une borne dans votre région. Voulez-vous profiter de la saison estivale ? Découvrez le Québec et vivez une expérience québécoise. Le guide touristique des régions du Québec pour les communautés culturelles vous présente chacune des régions du Québec, de la plus proche à la plus éloignée. Vous y trouverez des suggestions et des conseils pour y passer une journée, une fin de semaine, vos vacances et peut-être un milieu de vie. www.québectourisme.ca www.québectourisme.ca
Participez à notre campagne d'autofinancement en achetant des billets de loterie. Pour une petite somme, vous pouvez gagner une fin de semaine à New York pour 2 personnes, comprenant autocar de luxe, guide et hôtel. Ensemble de randonnée, The North Face, tente, sac de couchage et sac à dos. Le tirage aura lieu le 1er septembre à 17h30. Pour information, 514-495-2597 ou visitez radiocentreville.com. Vous avez une soif inaltérable du savoir ? Restez avec nous sur Radio Centre-Ville. On reprend en musique avec Ellie qui nous présente tout de suite pour la toute première fois sa chronique sur les artistes français à ne pas rater. Bonjour Ellie, alors quel artiste tu vas nous présenter aujourd'hui ? Bonjour Anne-Claire et bonjour Aline. D'abord, bonjour à tous les auditeurs. Et on va aujourd'hui s'intéresser à un artiste français connu sous le nom d'Aldebert. Il est né à Paris en 1977 et a grandi dans l'est de la France, principalement dans la ville de Besançon et ses alentours. Il a fait ses premiers pas dans la musique alors qu'il était au lycée dans un groupe de rock appelé White. Il joue de la guitare et compose presque la totalité des musiques du groupe. Mais c'est au bout de 6 ans que Guillaume Aldebert va se mettre vraiment sérieusement aux affaires avec la sortie d'un premier album intitulé Plateau Télé. Nous sommes alors en 99 et l'album est tiré à 1000 exemplaires. Aldebert est un homme de scène. Entre 2000 et 2003, il réalise un peu moins de 200 concerts à travers la France en solo ou en compagnie de ses musiciens. En 2003, justement, Aldebert va connaître un début de notoriété avec la sortie de son deuxième album intitulé Sur place ou à emporter. C'est cette même année qu'il est le lauréat du Trophée Radio France de la chanson française. Trêve de bavardage, on écoute justement un premier extrait issu de son deuxième opus, une chanson qui est assez évocatrice de la personnalité et des paroles de l'artiste, décalée et la tête dans les nuages. Moi qui croyais comme tout le monde que le travail c'est la santé, je milite aujourd'hui au parti du moindre effort, je crie liberté farniente, immobilité. J'ai remplacé le poil de ma main par un sycomore pour vivre heureux. Vivons couchés sur le dos, allongés, prolongés, cloués. La méthode couette à l'instant Guillaume Aldebert. D'ailleurs, il continue le rythme de ses tournées, touchant désormais un plus large public. C'est ce qui le pousse à sortir un troisième album à peine un an plus tard. Il l'appelle L'année du singe. Étant, comme je vous le disais plus tôt, un homme de scène, il sort en 2005 un nouveau CD tout simplement Aldebert en scène, une compilation de toutes ses meilleures scènes à travers la France, la Belgique et la Suisse. Une très belle transition en attendant son quatrième album studio intitulé Les Paradis Disponibles, qui sort l'année d'après en 2006. C'est un album beaucoup plus personnel et qui atteindra la 7e place du top album la semaine de sa sortie. On en écoute un extrait tout de suite. Quel est ce truc étrange qui la change en ange, tombée du ciel et vaporeuse, mademoiselle est amoureuse, un ange passe et traverse les cieux, un ange passe, je baisse les yeux. La chanson amoureuse, à l'instant, une chanson qui a connu beaucoup de succès, qui est passée beaucoup sur toutes les chaînes de télé et les radios françaises. Après un album donc, qui a rencontré un franc succès auprès d'un large public, une réédition, un album, à l'instant, vous venez d'entendre donc la chanson amoureuse de Monsieur Aldebert. Après un rythme effréné de tournée et de sortie d'album, Aldebert entend 2 ans pour livrer un nouvel album appelé Enfantillage, un album pour enfants où il collabore avec plusieurs artistes comme Maxime Le Forestier, Marcel Amont, Riquet, membre du groupe Sinsemilia, Les Ogres de Barbac, Yves Jamais ou encore Renan Luce, pour ne citer que. Un album qui a rencontré un franc succès auprès d'un large public. Une réédition est d'ailleurs sortie à l'occasion des fêtes de fin d'année en 2009. Aldebert sortira encore 2 albums en 2010 et 2011, mais je vous propose tout à l'heure d'écouter une chanson qui sera extraite donc de cet album. Il était en duo avec Maxime Le Forestier. Et si vous avez aimé Aldebert, sachez qu'il sortira la suite d'Enfantillage au mois d'octobre prochain. Vous pouvez également retrouver toute sa discographie sur les plateformes de téléchargement légales et en savoir plus sur sa page Facebook. On écoute tout de suite plus tard quand tu seras grand. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends.
J'attends que le jour se lève, de réaliser le rêve, aujourd'hui et maintenant, de n'être plus un enfant. Je patiente doucement, que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand? Comment mesurer l'écart entre toi et les grands? Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps. On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure. Mais tu vois le temps que ça prend, une heure assis sur un banc. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et pourtant. Si je voyageais dans le temps, j'irais voir mes grands-parents quand ils mesuraient 3 pommes, qu'ils n'étaient que petits hommes. J'aimerais tant pouvoir me faire une enfance buissonnière. Est-ce que demain, c'est dimanche? J'attends les mains sur les hanches. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Je ne grandis plus tous les jours depuis quelque temps. Quand je croise un copain de classe, je me dis c'est un vieux qui passe. Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits. On laisse filer les calendes, il arrive qu'on se demande est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs? Tous les deux dansaient d'étranges affaires, d'un bout à l'autre de l'existence. Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s'écoule est immense. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand on sera grand? On se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps. Et on remercie Ellie pour cette chronique et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte musicale. À la semaine prochaine, merci à tout le monde. Merci Ellie. On enchaîne tout de suite avec la conclusion de l'enquête de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse au sujet des 200 recommandations qui leur ont été transmises le mois dernier. Est-il possible de corriger la situation, Anne-Claire ? Alors pour le savoir, nous entendrons les propos de M. Gaëtan Cousineau, président de la commission, qui s'indigne et demande l'application de la loi envers ces enfants issus plutôt de milieux défavorisés. La commission a reçu des plaintes quant au traitement des signalements faits à la direction de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord, comme quoi qu'ils n'étaient pas traités dans les délais. Alors la commission a choisi d'initier une enquête de sa propre initiative qu'on lui permet la loi et a enquêté en choisissant au hasard 300 dossiers d'enfants traités par la région de la Côte-Nord et a examiné ces dossiers et a pu déclarer que les droits des enfants pris en charge par le directeur de la protection de la jeunesse de cette région avaient été lésés, c'est-à-dire n'ont pas été respectés parce qu'ils n'ont pas reçu les services dont ils étaient en droit de recevoir. Quelle constatation vous amène aujourd'hui à dire que la loi sur la protection de la jeunesse n'est pas bien appliquée ? Dans cette région, la loi n'était pas bien appliquée puisque lorsque un enfant n'obtient pas la protection de ses parents, de son père et de sa mère, il peut y avoir un signalement par toute personne intéressée ou les autorités professionnelles qui enclenche un processus d'examen du signalement par la direction de la protection de la jeunesse. Et c'est les effets de la loi. À ce moment-là, vous devez examiner la situation, vérifier si les droits de l'enfant sont respectés, s'il doit être retiré de l'autorité de ses parents et mis dans un autre endroit pour sa propre protection. Par exemple, dans une famille d'accueil, dans un centre jeunesse, dans un centre de réadaptation, selon ses besoins. Alors, nous avons examiné 300 dossiers et nous avons pu voir que tous les délais et toutes les étapes d'évaluation, une fois que le signalement est retenu, jusqu'à la prise en charge de mesures ou même après des ordonnances de tribunal qui ont ordonné des mesures particulières pour les enfants,
n'étaient pas respectés ou avaient eu des brisures de service. Alors, ce sont ces constats de non-service pour la protection de ces enfants, ce qui vient mettre en compromission tout le développement de l'enfant. Donc finalement, ce sont des problèmes de délai, mais est-ce qu'il y a d'autres types de services qui n'ont pas été rendus aux jeunes, qui étaient en mesure de les recevoir? Il n'y a pas juste une question de délai, au contraire. Au début, c'est une question de délai parce que lorsque vous signalez une situation d'un enfant, la règle de jeu, c'est que vous devez, dans les 24 heures, traiter ce signalement au plus long délai, 4 jours. Et dans ce cas-ci, le délai moyen était de 19 jours et on a vu 16 dossiers où ça a pris plus de 100 jours. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a été signalé, c'est qu'on a eu souvent des resignalements, c'est-à-dire l'enfant était resigné à nouveau parce qu'on n'avait pas traité de la question. Alors, c'est pas qu'une question de délai. Une fois que le signalement, il doit être examiné, donc c'est tout l'examen, les outils d'examen, la prise en charge des mesures pour protéger l'enfant. Ensuite, c'est toute la supervision de son dossier, le traitement de son dossier, les services en première ligne qu'il peut avoir besoin, les services qu'on accorde ou pas à la famille de l'enfant ou à la famille d'accueil qui va s'occuper de l'enfant et la supervision de ces services. Alors, c'est tout le traitement de la protection qu'on accorde à un enfant par la suite. Les orientations ministérielles et les standards de pratique reconnus n'ont pas été respectés. Non, exactement. Il y a des standards, des orientations qui sont données, par exemple les outils d'évaluation, les délais dans les étapes, la fréquence dont vous allez visiter l'état de l'enfant lorsqu'il est en famille d'accueil ou qu'il est en centre de réadap ou autrement, le traitement que vous faites des mesures faites volontairement ou des ordonnances. Il y a des délais très particuliers. Une fois que le juge ordonne, on doit agir immédiatement. Entre 2011 et 2012, les délais de retard ont doublé, donc la situation s'aggravait. Alors non, c'est pas suivi. Il y a plus que ça, on a constaté, en faisant notre enquête, qu'il y avait une grande problématique systémique de dotation de postes pour remplir les postes nécessaires pour rendre les services dans cette région. La rétention des personnes une fois qu'elles étaient embauchées, la fidélisation, les gens laissent les postes parce qu'ils sont en région éloignée. Donc, on favorise une série de mesures pour aider à recruter et à fidéliser des emplois. Il y a aussi toute la question de logement, comme on sait, le CPRCN de la Côte-Nord rend des services à 8 communautés des Premières Nations Innu, plus la communauté des Premières Nations Naskapi. Et dans ce cas-là, il y a des ententes spécifiques qui sont conclues entre la DPJ pour assurer les services. La situation est assez alarmante parce qu'un signalement sur 2 est retenu. Donc, on doit s'assurer qu'une fois que les signalements sont retenus, que les services soient accordés à ces enfants. Alors, on s'est aperçu que dans ces Premières Nations, souvent, il n'y a pas de service de première ligne. Il manque beaucoup de personnes pour assurer service continu. Il y a souvent une brisure de services. Il y a une multiplication des intervenants, ce qui rend difficile l'accompagnement des services aux enfants. Vous êtes face aussi à un problème de recrutement et de fidélisation du personnel au CPRCN. Ce qu'on recommande, c'est qu'au ministère approprié d'accorder des ressources et de prendre des mesures particulières. On a 200 recommandations à notre plan et on s'attend à ce qu'en novembre, ils nous fassent qu'ils nous remettent les plans d'action avec les mesures de suivi et nous revisiterons des dossiers au printemps 2014. Comme le disait Gaëtan Cousineau à la fin de l'entrevue, la marge de progression vise notamment les autochtones. Les dossiers seront réexaminés au courant de l'automne prochain, donc affaire à suivre. Et restez avec nous, on vous emmène à la découverte du Larzac, une région française bien connue des hippies. Oui, mais pas que, Aline. Cette charmante région française est aussi reconnue pour sa verdure et sa tranquillité. Justement, retrouvons les carnets d'Occitanie de Jean-Bernard Tournier, notre chroniqueur de choc. Je suis certaine, Aline, que tu changeras d'avis sur la région. Carnet d'Occitanie. Sous le chaud soleil de l'Occitanie, accompagné du chant des cigales, Jean-Bernard Tournier de Radio Occitanie, Radio Montaillou-Pyrénées vous invite à explorer les sentiers du pays des Trouvères et de l'amour courtois. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Xavier, vous êtes moniteur moyenne montagne. Nous sommes dans un endroit du Corse bien particulier. J'aimerais que vous me présentiez l'endroit où nous sommes. Eh bien, en fait, on est sur la partie sud du Causse du Larzac, donc ce qu'on appelle le Larzac méridional.
Donc il se trouve en gros entre l'Odève, le Caillard et puis Ganges, côté gorge de la Vis. Et on est ici au-dessus du cirque de Navacelles. Alors on n'est pas loin de Montpellier aussi, parce qu'il faut le rappeler pour les gens qui arrivent en train ou en avion. Voilà, on est à 40 minutes de Montpellier ici, avec des lignes de bus directes depuis la gare SNCF de Montpellier. Alors ce COS, présentez-le-moi en fait. COS, c'est Cals le calcaire, donc ce sont en fait des plateaux calcaires entre 700 et 800 mètres d'altitude. Et donc c'est des grandes zones qui paraissent relativement désertiques alors qu'elles sont d'une richesse extraordinaire. Et ici sur le COS du Larzac méridional, donc on a une dominance de climat méditerranéen, un plateau plutôt pelé, plutôt aride, assez vert au printemps mais beaucoup plus jaune l'été, et magnifique à faire en randonnée, à pied, en vélo, à cheval, etc. Alors vous parlez d'aride, mais tout à l'heure en visitant le COS, vous m'avez dit qu'il pleuvait beaucoup. Comment ça se fait que ce soit aride alors qu'il pleuve beaucoup ? Alors, comme je disais tout à l'heure, il pleut environ 1000 mm par an, donc des quantités très importantes. Mais donc, on est sur des plateaux calcaires qui sont donc très drainants. Toute l'eau de pluie qui tombe ici sur le COS descend 200 ou 300 mètres en dessous de nous et ressort au niveau des gorges, au niveau de résurgence ou de sources, mais donc pas d'eau en surface sur le plateau. Aujourd'hui, la population est très peu nombreuse sur le plateau, il y a très peu d'habitants au kilomètre carré. Combien à peu près aujourd'hui, par exemple ? Je dirais de l'ordre entre 7 et 10 habitants au kilomètre carré suivant les endroits ici sur le COS du Larzac, avec quelques gros villages dont le Caillard par exemple, 450 habitants, et après c'est des plus petits villages encore. Mais c'est un endroit qui a été habité très tôt, 5000 avant Jésus-Christ, et puis tout au long de l'histoire. Oui, c'est ça, les hommes se sont succédés ici tout au long de l'histoire, dans des endroits comme Navacelles parce qu'il y avait de l'eau, des espaces cultivables assez facilement, et puis ensuite pour l'élevage extensif majoritairement de brebis, et puis l'utilisation du bois aussi à certaines périodes où il y avait des mines, à certaines périodes où il y avait des gisements de poterie ou des verreries même sur le Larzac, voilà. Depuis tout temps, ça a été utilisé. Tout temps, pour revenir un peu dans le passé, première trace 5000 ans, et autre chose aussi que vous avez précisé, c'est ici que l'on trouve la plus grosse concentration de mégalithes. Oui, c'est ça, une très grosse concentration de mégalithes, encore plus qu'en Bretagne, des dolmens et des menhirs, généralement en moins bon état que ce qu'on peut trouver ailleurs en France, parce que on est ici sur donc des mégalithes relativement âgés, de l'ordre de 5000 ans, et puis sur une pierre calcaire qui s'érode quand même assez facilement. Mais on trouve encore de très beaux ouvrages à plusieurs étages ici sur le plateau du Larzac. Aujourd'hui, la population qui est concentrée sur le plateau fait de l'élevage. Cet élevage de brebis sert à quoi ? Alors majoritairement, la population qui exploite encore ces terres, c'est pour de l'élevage, élevage extensif de brebis, pour la production de fromage, donc du roquefort, mais pas uniquement. Il y a aussi de plus en plus de petites coopératives ou d'agriculteurs qui façonnent eux-mêmes leurs produits et qui font du fromage de brebis recherché, on peut le dire. Et puis quelques élevages de chèvres aussi, et puis un petit peu de vaches, mais majoritairement pour la viande. On va revenir sur les plateaux, sur ce que l'on y trouve. Vous avez parlé de faune et flore. C'est une faune et flore très très riche parce qu'on est dans une zone protégée. C'est une faune et une flore très très riche parce qu'on est ici sur des plateaux avec des terres relativement rases parce que maintenues en prairies, donc des prairies sèches maintenues par cet élevage extensif. Et puis une grande variété aussi d'écosystèmes avec des penchants orientés nord, des penchants orientés sud, très ensoleillés par endroits, très ombragés à d'autres. Donc une grande variété de flore, par exemple plus de 35 espèces d'orchidées ici sur les plateaux, beaucoup d'insectes aussi, des petits oiseaux, des grands rapaces, vraiment un écosystème très riche. Pour revenir par exemple aux grands rapaces, parce que c'est ce qui est le plus impressionnant, il y a des espèces endémiques qui sont revenues, qui avaient disparu, qui sont revenues. Oui, par exemple le vautour fauve. Et le vautour moine, qui étaient donc des grandes espèces de vautours présents ici dans les Grands Causes dans les années 1940, qui sont revenus par des process de réintroduction au début des années 80 et qui ont retrouvé ici un territoire qui leur convient parfaitement. Et aujourd'hui, sur les Grands Causes, on a un peu plus de 800 oiseaux comme ça, vautour fauve, vautour moine, et depuis l'an dernier, même du vautour percnoptère, et puis ce qu'on appelle le quebrantahuesos, le casseur d'os, un vautour spécialisé donc dans la consommation des os. Vous êtes guide, qu'est-ce que vous proposez en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on vient ici ? Quelles sont les prestations que l'on peut faire avec vous ? Alors moi je suis accompagnateur en montagne, donc un brevet d'État, et moniteur VTT, donc j'accompagne des randonnées à pied en VTT,
donc des parcours de randonnée, et aussi des parcours de descente parce qu'on est sur un terrain assez varié qui permet toutes ces pratiques-là. Et puis aussi des parcours d'orientation avec le GPS notamment, dans une sorte de géocache, et des randonnées en itinérance avec des ânes. C'est une zone protégée, comme on l'a dit tout à l'heure. Si on vient avec des camping-cars, ou comment ça se passe par exemple au niveau de l'hébergement ? Alors on est sur le territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui assure quand même une certaine protection à notre beau Larzac. Donc quand on vient ici, eh bien rapprochez-vous au maximum des petits hébergements qui sont tenus par des gens du coin, donc des chambres d'hôtes, des gîtes d'étape, gîtes de séjour, quelques hôtels aussi bien entendu, et la possibilité de certains campings aussi pour accueillir les camping-cars, tout à fait. Parlons à l'intérieur d'un écomusée, on va dire. Qu'est-ce qu'on trouve à cet écomusée ? C'est le point de départ d'ailleurs des randonnées aussi. C'est un point de départ pour des randonnées à la découverte des gorges de la Vis et des moulins de la Foux notamment, qui sont vraiment des choses à voir dans le coin, de superbes randonnées de la demi-journée à la journée. Et donc ici, une espèce d'écomusée, oui, qui retrace un petit peu l'histoire locale, qui présente bien entendu le paysage, la faune, la flore et tout ce qu'on peut apercevoir, ne serait-ce qu'en une journée ou plus de découvertes ici. S'il y a un site internet sur lequel on peut avoir un peu plus d'informations, lequel est-il ? Alors vous avez un site de l'Office du tourisme qui vous présentera un peu tout le territoire. Donc c'est l'Office du tourisme Lot des Voies et Larzac. Et moi-même, mon site, c'est randolarzac.com. Et vous trouverez dessus tout ce que je propose en termes de randonnée à pied, en vélo et même un gîte d'étape au Keilar. Juste un petit détail qui peut avoir son importance. Quand on pense à Larzac, et vous avez parlé tout à l'heure d'aridité, forcément on pense chaleur. Au niveau de la température, comment ça se passe ? Alors je dirais les meilleures périodes pour venir visiter ici le Larzac, c'est le printemps, entre mai et juin, et puis septembre, octobre, qui reste des mois avec l'été indien et des couleurs chatoyantes magnifiques. L'été, on a toujours un petit peu d'air, donc on est toujours mieux qu'en bas pour se balader ici. Et on peut même faire des randos à pied ou en VTT, même en pleine journée l'été, sans trop de problème. Il fait chaud, mais le vent maintient une certaine fraîcheur agréable. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre carnet d'Occitanie. Vous pouvez rejoindre Jean-Bernard Tournier sur sa page Facebook Basket et Sac à dos. Eh bien, je sais pas toi, Anne-Claire, mais cette chronique m'a donné envie d'écouter Maxime Le Forestier et sa chanson La Maison Bleue. San Francisco, excusez-moi. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs,
de grands lits et de musique peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lisez les Lucs, Sylvia, attendez-moi. Et on enchaîne dans un registre musical, on part plus au sud, faire un tour en Afrique. Vous n'avez certainement pas pu passer à côté. Cette semaine, le continent est effectivement à l'honneur à Montréal. Mais bien sûr qu'on n'est pas passé à côté et pour l'occasion, on a décidé de s'intéresser plus particulièrement à la parade Afrique en fête qui aura lieu ce dimanche. Aux commandes des opérations, les troupes Triba et Calabanté. Nous avons rencontré le chef de file et professeur de danse de la troupe Triba qui revient sur l'importance de la danse dans la culture africaine. Quand on regarde l'Afrique avec début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on dit qu'il y a plusieurs cérémonies qui se passent durant toute l'année et la plupart de ces cérémonies-là, la danse est toujours présente et dans toutes les cérémonies où on exprime la joie. Et si on peut donner quelques exemples comme on peut dire les mariages, les baptêmes, ça peut être l'arrivée d'un chef de village ou bien une personnalité très importante de l'autre côté du village qui vient nous rendre visite dans notre village. Vous voyez, la danse est toujours présente pour ces moments-là. Donc, dès à bas âge, déjà, on commence à voir les parents qui dansent et on se demande, vous voyez, c'est important de danser, vous voyez, la danse, ça nous fait du bien. Donc, il est présent, c'est la vie de tous les jours, la danse en général en Afrique. L'importance de la danse nous fait oublier nos peines, la danse nous rejoint, vous voyez. C'est un peu ça l'importance de la danse en Afrique. Comment vous êtes arrivé à la danse ? Je fais partie, je peux dire, dernière génération qui ont fait les dernières 10 années de l'ancien régime que je peux appeler, je peux le mentionner quand même pour que les gens y comprennent bien, et l'ancien régime de Sékou Touré, on dit. Et c'était un régime, c'est-à-dire que la culture était très, 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 très présente. À cette époque, je peux dire que le premier sport dans ce pays-là d'où je viens, c'était la danse et la musique. Vous voyez. Donc la danse était partout, dans les écoles, dans les maternelles, dans les cégeps, dans les universités, dans les polytechniques, partout. Alors moi, à bas âge, déjà, j'ai dansé naturellement parce que en partant dans ma famille, je suis encore le seul danseur. Et j'ai commencé déjà depuis à bas âge, déjà à l'école, et faire plusieurs compétitions ou de participation, solo ou en groupe, et jusqu'à arriver au niveau présélection pour représenter, je peux dire, ma commune, si on le compare un peu vers ici. Et là, j'ai eu ma sélection pour aller dans le Grand Ballet National de Guinée, qu'on peut appeler autrement les ballets africains de Guinée. Et donc avec beaucoup de courage, beaucoup d'amour aussi envers la danse et beaucoup de, je peux le mentionner comme ça, beaucoup de torture, mais quand on dit torture, mais côté positif, c'est-à-dire la formation, mais vraiment, entre guillemets, et un peu formation militaire, vous voyez. On pratique 8 heures par jour, et juste sauf samedi et dimanche, pendant plusieurs années, bien sûr. Et dans cet ensemble-là, et tu vas apprendre plusieurs critères différents, si vous voulez. Être danseur, apprendre à chanter, et la chorégraphie, l'acrobatie, et les chasses, un peu du tout, vous voyez, et d'être polyvalent. Tu peux pas rester dans cet ensemble-là si tu n'es pas polyvalent. Et pendant, je peux dire 8 ans et demi, 9 ans, et après cet régime dont que je vous parle,
Et en 84 qui est fini, qui a changé qu'on appelle l'élection démocratique est venue dans notre pays, en tout cas à partir de 84. Et Oumar, il a décidé maintenant de parcourir le monde, aller promouvoir cette culture et cette danse que j'ai en moi. Du coup, dimanche, vous nous donnez rendez-vous pour la parade Afrique en fête. Comment ça va se passer ? Cette parade-là, ça va débuter devant le métro Saint-Laurent. On est 3 groupes d'origine de l'Afrique de l'Ouest. Il y a Triba qui est là. Et il y a le groupe Kalabante, c'est les jeunes danseurs acrobates aussi d'origine guinéenne. Et avec le groupe qu'on appelle Daraji du Sénégal. Et une grande danseuse qui est ici à Montréal qui s'appelle John Kundandiaï avec ses danseuses. Alors on va tirer du monde qui sort dans le métro, animer un peu pour eux autres et tout, puis après les conduire vers la grande scène. Donc il y aura beaucoup de couleurs, beaucoup de danses, beaucoup de masques et des personnages différents pour prendre le monde avec nous et les amener devant la grande scène. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des ateliers de danse. Oui, comment les ça va se ateliers passer de danse, c'est comme danse libre, et c'est-à-dire que avec tous ces mondes qu'on attend, qui vient dans tous ces coins du monde pour ce rendez-vous ici à Montréal, et le faire danser la foule, le monde avec les mouvements, mais vraiment très faciles à exécuter. Et d'origine, on peut dire, guinéen. Et d'abord, on commence par une toute petite réveil musculaire qui peut durer une dizaine de minutes. Et on commence tout de suite à décomposer les mouvements. Bien sûr, la musique est présente. Et petit à petit, on monte le tempo. Et vers la fin, on arrive à partager quelque chose ensemble qui est extraordinaire. Vous l'avez compris, si vous aussi, vous voulez vous déhancher sur les rythmes enivrants que procure la musique africaine, rendez-vous dimanche à 16h50 sans faute, au départ de la station de métro Saint-Laurent. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de bouger là. Ça tombe bien Aline, on enchaîne avec Abou Diarra et son titre Démocratie.
kodoko aya ira masa alala ayanda to furuba alama sarako jude antoro gouvernement wuli ka doge sa berati julu chayale me aya yira masa alala aya ndatu furu alama Récemment, Vladimir Poutine a fait passer une loi sur les 100 prochaines années interdisant la propagande sur les relations homosexuelles en Russie. Mais Anne-Claire, comment cette loi va prendre forme au quotidien ? Concrètement, les homosexuels n'auront plus le droit de s'afficher en public dans la rue en Russie. C'est-à-dire plus le droit de se tenir par la main, de porter le drapeau arc-en-ciel par exemple, sous peine d'emprisonnement. Et est-ce que cette loi s'appliquera aussi aux étrangers ? Bien justement Aline, c'est ce que dénonce monsieur Steve Foster, président du Conseil québécois LGBT. En effet, cela devient problématique pour les Jeux Olympiques de Sochi prévus en 2014, car les athlètes, tout comme les entraîneurs par exemple, vont être touchés. On l'écoute. On sait que durant cette période-là, il va y avoir beaucoup de visiteurs étrangers, que l'impact sur les gens risque d'être grand. Et donc, c'est ça, là, on sonne justement la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, il y a de quoi qui ne marche pas, là, ça n'a pas de bon sens, il faut bouger là-dessus. Que ce soit tant au niveau des athlètes que que des équipes d'entraîneurs, des supporters et tout. Donc, il faut justement là, voir à ce que cette loi-là soit défaite. Du moins, nous l'espérons. Le gouvernement conservateur ici n'est pas vraiment enclin à dénoncer les pays qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Pourquoi vous pensez que dans ce cas, il va agir? En fait, le gouvernement conservateur, effectivement, il est très prudent par rapport à ses interventions au niveau des droits humains LGBT. Cela étant dit, le ministre Baird des Affaires étrangères a quand même dénoncé publiquement cette loi-là. Donc, on a quand même un espoir que le ministre soit peut-être un peu plus enclin à bouger dans ce dossier. C'est ce qu'on va faire. On va lui faire parvenir une lettre. On veut savoir c'est quoi ses intentions réelles par rapport à ce dossier-là. Donc, on va voir avec la suite des choses. Là. Et concrètement, qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères, M. John Baird? Mais justement, ce qu'on veut savoir, c'est
comment il entend protéger les citoyens canadiens et canadiennes, comment il entend protéger aussi les athlètes dans le cadre des Jeux olympiques de Sochi, mais aussi qu'est-ce qu'il entend faire pour mettre une pression sur le gouvernement Poutine pour justement faire en sorte que cette loi-là soit rayée de la carte. Ce qui est très étonnant, c'est que le président Poutine a la prétention de dire que sa nation était à l'égal de toutes les grandes nations de ce monde et qui va être reconnue comme telle. Mais en passant une loi de cette envergure-là, il démontre tout le contraire. Là. Il fait régresser la Russie 100 ans en arrière. On veut savoir vraiment c'est quoi qu'il va mettre en place pour justement assurer la sécurité des voyageurs et des athlètes dans le cadre des Jeux olympiques de Sochi. Donc on a un petit peu l'impression de se retrouver dans un contexte de guerre froide culturelle. Est-ce que ces revendications, justement, ne vont-elles pas envenimer la situation entre les relations russes et l'Amérique du Nord? Deux courants mondiaux actuellement par rapport aux droits LGBT. Il y a plusieurs nations qui vont de l'avant et on a de plus en plus de droits. On a juste à penser tout récemment, par exemple, aux États-Unis, où la Cour suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnelle la loi, la DOMA, comme on appelle, qui interdisait aux couples de même sexe de bénéficier des avantages fédéraux en cas de décès du conjoint. Mais de l'autre côté, il y a des pays comme l'Ouganda, par exemple, qui, elle, va recriminaliser l'homosexualité de peine de mort, qui tente de faire adopter ce projet de loi-là. Il y a la Russie. Donc, il y a différents pays. Il y a deux courants principaux comme ça. Je pense que les relations entre les pays par rapport aux droits humains sont très peu affectés par ce genre de situation-là. Outre le fait que les gens dénoncent, les gouvernements peuvent dénoncer ce type de loi-là, habituellement, les rapports demeurent quand même présents. C'est sûr qu'il y a des rapports qui sont plus froids entre certains pays, mais ce type de situation-là, souvent, ne détériore pas. En tout cas, quand ça concerne les personnes LGBT, ça ne détériore pas nécessairement les relations. Ça les améliore surtout pas, mais ça les détériore pas. On pense aussi, par exemple, à l'Afghanistan par rapport aux femmes. Ça améliore pas les relations, mais on voit que malheureusement, ça ne détériore pas non plus les relations entre les pays. Comment le gouvernement canadien peut vraiment intervenir dans les propositions de loi de la Russie? En fait, oui, c'est ça. C'est que le gouvernement doit rappeler les obligations des nations, je pense, par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, entre autres. On a quand même des obligations comme pays signataire, mais aussi de montrer les conséquences aussi qui peuvent être de diverses formes, aussi les conséquences économiques sur le tourisme, etc. Parce qu'il est certain, par exemple, que ça va avoir ce type de loi-là a un impact direct, effectivement, sur le tourisme. Comme on sait, les personnes LGBT sont quand même de grands voyageurs en moyenne. Donc, d'ailleurs, sur Facebook, on le voit présentement, il y a de nombreuses personnes qui disent qu'ils n'iront plus dans ce pays-là. Donc, il y a déjà des impacts économiques pour la Russie par rapport à ça. Le gouvernement canadien ne peut pas faire de l'ingérence au niveau de la gestion des États, mais il peut fortement recommander d'agir en fonction de certains principes. Puis aussi, le gouvernement peut aussi, par des sanctions économiques, par exemple, avoir un impact sur certaines politiques dans les pays. Cela étant dit, pour l'instant, c'est pas ce qu'on demande là immédiatement. Nous, c'est toujours une question de sécurité par rapport aux voyageurs qui nous préoccupe, par rapport aussi aux athlètes et aux Olympiques. Donc, on va voir comment le gouvernement va réagir par rapport à ça. Par les années passées, le gouvernement en part a toujours été quand même relativement discret par rapport aux enjeux LGBT. Oui, il l'a déjà défendu, mais c'est pas quelque chose qu'il fait régulièrement. Vous êtes là pour faire bouger les choses. C'est sûr qu'on n'obtient pas toujours les résultats escomptés, mais minimalement, ça permet de sensibiliser la population à certains enjeux qui nous concernent, que ce soit ici au Canada ou à l'étranger. Il y a toujours quand même un aspect positif au fait de sonner l'alarme. Ça fait partie de notre travail, je pense, comme organisation, de justement réagir puis de sensibiliser la population. Donc cette loi, elle viendrait peut-être perturber quelque part à un moment donné la compétition. Pourtant, on sait qu'il existe aussi une charte olympique. Donc en quoi celle-ci, elle est contrevenue avec les propositions de loi russes? Dans la charte olympique, à l'article 6, que je vais vous le lire, c'est ce que ça dit: toute forme de discrimination à l'égard d'un pays ou d'une personne fondée sur des considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autre est incompatible avec l'appartenance au mouvement olympique. Déjà là, en partant, cette loi-là vient
frappé de plein fouet ce principe fondamental de l'olympisme. C'est sûr que dans les actions qu'on va entreprendre futures, entre autres, il est prévu qu'on va interpeller le CIO, le Comité international, mais aussi le Comité olympique canadien, pour leur rappeler ça, puis de faire pression sur la Russie, justement, afin minimalement, en tout cas dans un premier temps, assurer la sécurité des voyageurs et des athlètes. Donc aujourd'hui, vous disiez que vous aviez déjà fait des démarches pour sensibiliser un petit peu la population québécoise et canadienne. Mais si rien ne bouge, est-ce que vous envisagez de boycotter les Jeux olympiques de Sochi en 2014? Pour nous, à l'heure actuelle, ça fait pas partie de notre plan d'action pour plusieurs raisons, mais la principale étant, on reconnaît tous les efforts et les sacrifices que les athlètes font dans leur sport respectif pour justement arriver aux Olympiques et compétitionner. Pour eux, c'est le rêve souvent d'une vie. Pour nous, c'est pas dans le radar des actions qu'on va privilégier. On va sensibiliser aussi les athlètes. On probablement développer plus un mode de pétition pour les interpeller, peut-être apporter le drapeau arc-en-ciel avec eux, par exemple. Ça serait plus dans notre stratégie d'action que de demander le boycott. Pour nous, c'est quelque chose qu'on doit éviter le plus possible. Il faut savoir que les boycotts, ce n'est pas nécessairement la pression des individus, mais c'est les gouvernements qui, en bout de ligne, décident d'un boycott ou non. Il y a un boycott des Olympiques, ça va être le fait que le gouvernement en part dit qu'il y a un boycott. Ce ne sera pas les athlètes qui vont décider. Donc, nous, on ne demandera pas aux athlètes de faire le boycott des Jeux. Entre aujourd'hui et février prochain, on va mettre en place différentes actions dans le temps qui va faire en sorte qu'on espère qu'on va obtenir un résultat positif, minimalement en tout cas pour, comme je vous disais, les Olympiques et les voyageurs et les supporters qui iront à cet événement tout à fait exceptionnel, là, soit dit en passant. Par la suite, là, on regarde différentes alternatives. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres communiqués dans le temps. On regarde des mobilisations, faire une manifestation devant le consulat de la Fédération russe à Montréal, qui est en faire quelques-unes. On va interpeller le CIO, le Comité international olympique. On va leur écrire pour leur demander d'intervenir. On va probablement faire l'impression d'autocollants qu'on va distribuer, qu'on va probablement aller porter d'ailleurs peut-être à la Fédération olympique canadienne, etc. On va interpeller les associations sportives pour les sensibiliser à cette réalité-là, à ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se faire dans le temps comme ça. Pétition aussi en ligne pour demander le soutien des athlètes lors des Olympiques, entre autres en portant le drapeau arc-en-ciel ou quelque chose de cette nature-là. On ne restera pas silencieux dans les prochains mois, c'est certain. Alors donc, on est en 1900. Avec cette loi, la question des droits des homosexuels en Russie reste un sujet sensible. Si vous souhaitez soutenir la cause du Conseil québécois LGBT, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.conseil-lgbt.ca et signer la pétition. L'émission touche presque à sa fin, mais avant cela, on retrouve Tom Krébassa pour sa revue des revues de l'actualité internationale. Salut Tom! Bonjour Tom, alors tu nous emmènes nous aujourd'hui? Bonjour Aline, bonjour Anne-Claire et bonjour à tous. Et bien aujourd'hui dans la revue de presse de ce mardi, je vais vous amener successivement en Corée du Nord, au Mexique et en Égypte. On commence donc avec un trafic d'armes. Oui, la Corée du Nord a été prise en flagrant délit de trafic d'armes hier. C'est le journal Libération qui nous apprend que des pièces de missiles ont été découvertes dans un chargement de sucre sur un cargo nord-coréen qui traversait le canal de Panama. Il faut rappeler que cela arrive presque un an après l'immobilisation au Japon d'un cargo transportant des éléments pour l'enrichissement d'uranium. Cette fois, c'est curieusement au Panama que le régime de Pyongyang s'est fait prendre. Lundi soir, le président panaméen Ricardo Martinelli a révélé que les forces de sécurité de son pays avaient arraisonné un navire battant pavillon nord-coréen suspecté de transporter un équipement perfectionné de missiles. Le président a d'ailleurs publié sur son propre compte Twitter une photo de plusieurs coffres verts à l'intérieur d'un conteneur. En provenance de Cuba, le cargo Chongchong-Gang a été stoppé vendredi dans le port de Manzanillo, à l'entrée nord du canal. La police panaméenne, qui soupçonnait qu'il transporte de la drogue, a invité le bateau à revenir au port pour l'inspecter, déclenchant une révolte des 35 membres d'équipage. Les marins ont ensuite essayé d'empêcher la fouille et le capitaine du Chongchong-Gang a même tenté de se suicider.
Et on passe au Mexique avec une arrestation importante. Ils ont arrêté Z40, titre le quotidien, après l'arrestation lundi 15 juillet du sanguinaire leader des Zetas, le cartel le plus brutal du Mexique. Miguel Ángel Treviño Morales, 40 ans, est accusé de l'assassinat de centaines d'immigrants, de l'incendie du Casino Royal, c'était à Monterrey au nord-est du Mexique, où il y avait eu même 52 morts. Et il a aussi été inculpé pour le meurtre du fils de Humberto Moreira, un homme politique, comme le rappelait le journal. Z40 a été capturé par les forces de la marine de guerre dans une opération chirurgicale, précise la prensa, le quotidien mexicain, en compagnie de 2 complices et avec 8 armes lourdes et 2 millions de dollars. Aucun coup de feu n'aurait été tiré. Cette arrestation est la plus importante depuis la prise de fonction du président Enrique Peña Nieto en décembre dernier. Et sinon, des nouvelles de l'Égypte, Tom ? Oui, il y a Courrier International qui nous propose tout un dossier pour faire le point sur la situation en Égypte. Après l'éviction du président Morsi, chassé du pouvoir par les militaires, les frères musulmans appellent au soulèvement. Plus que jamais tiraillé entre les islamistes et l'armée, le pays semble au bord du chaos. Rares sont les démocrates égyptiens qui n'appuient pas le coup d'état de l'armée ayant chassé du pouvoir Mohamed Morsi, le président islamiste démocratiquement élu. Il est vrai que le bilan de Morsi est catastrophique sur presque tous les plans. Pourtant, le débat sur le risque que les militaires reviennent au pouvoir s'engage dans la presse égyptienne, comme le montre Al-Shourouk. Le soutien populaire au coup d'État donne de l'espoir aux Tunisiens, dirigés par des islamistes, et souligne les mauvais choix politiques des États-Unis et du Qatar, accusés d'avoir misé sur les islamistes. Mais les frères musulmans n'ont pas dit leur dernier mot. Un déchaînement de violence comme dans l'Algérie des années 90 est à craindre, écrit le quotidien d'Oran. Tout ça et bien plus encore, c'est à retrouver dans le dossier spécial de Courrier International. C'est tout pour moi, je vous remercie. Merci Tom. C'est déjà la fin de notre émission, Aline, mais juste avant de se quitter, on a une petite annonce à vous faire. Les éditions Point de Fuite, en partenariat avec l'Espace La Fontaine, fera une collecte de fonds pour venir en aide aux gens de Lac-Mégantic ce dimanche de 10h à 16h. Alors l'événement, rassembleur et solidaire, consiste à la vente de livres neufs, à faire des séances de signature, et vous pourrez aussi assister à 3 conférences, donc à midi, 14h et 15h. Et toutes les sommes amassées lors de l'événement seront remises en main propre à la ville de Lac-Mégantic. Donc on se quitte en musique avec Young Blonde Brass Band et leur morceau Brooklyn. Mais n'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site de Radio Centre-Ville, www.radiocentreville.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne semaine à tous.
C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre carnet d'Occitanie. Vous pouvez rejoindre Jean-Bernard Tournier sur sa page Facebook Basket et Sac à dos. T'es même pas supposé de mettre ton manteau. Faut que tout le monde sorte dehors. Sur chaque étage, quelqu'un du bureau porte fièrement un dossard. La seule fois dans l'année où tout le monde prend l'escalier. Arrivé dehors essoufflé comme un petit vieux, je me dis qu'il faudrait vraiment que je fasse plus d'exercices de pain. C'est là que bang, je sur le trottoir avec ta petite jupe. C'est comme s'il part dans le foyer de mon gars. Voulez-vous profiter de la saison estivale? Découvrez le Québec et vivez une expérience québécoise. Le guide touristique des régions du Québec pour les communautés culturelles vous présente chacune des régions du Québec, de la plus proche à la plus éloignée. Vous y trouverez des suggestions et des conseils pour y passer une journée, une fin de semaine, vos vacances et peut-être un milieu de vie. www.québectourisme.ca www.québectourisme.ca Conducteur de véhicules électriques rechargeables, après Montréal et Québec, le circuit électrique s'installe à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, Blainville, Boucherville, Brossard, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Drummondville, Lamalbaie, Laval, Longueuil, Mont-Tremblant, Montebello, Oka, Repentigny, Saint-Bruno, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Nicolas, Saint-Julie, Témiscouata-sur-Lac, Terrebonne, Vaudreuil-Dorion et Saint-Basile-le-Grand. Et ce n'est que le début. Le circuit électrique prend de l'ampleur. Avec plus de 150 bornes de recharge publique dans 39 villes et 12 régions au Québec, vous roulerez toujours l'esprit tranquille. Visitez le circuitélectrique.com pour trouver une borne dans votre région. Découvrez Montréal à petit prix. La carte Accès Montréal vous permet de pratiquer des activités sportives, assister à des événements culturels, vous divertir à des prix réduits grâce aux rabais inclus dans la carte. N'attendez plus, abonnez-vous pour seulement 8$ par an et profitez de nombreux privilèges et exclusivités tout au long de l'année. Abonnez-vous sur ville.montréal.qc.ca/carte accès MTL. Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 4